Je m'appelle Alexandre Florentin, j'ai été élu au Conseil de Paris il y a 3 ans maintenant et j'ai eu la chance de pouvoir présider une mission que j'ai intitulée Paris à 50 degrés. Ce que je vais vous présenter, c'est le fruit en fait d'un travail de 6 mois avec une quinzaine d'élus de tous bords politiques à Paris. Donc tous bords politiques à Paris, c'est les partis que vous connaissez au niveau national, moins le Rassemblement national et la France insoumise qui a qu'un seul élu sur les 163 qui composent le Conseil de Paris. Quand je suis, moi j'ai fait toute ma carrière professionnelle jusqu'à présent dans des cabinets de conseil qui sont spécialisés sur la lutte contre le changement climatique. Et quand je suis arrivé au Conseil, je me suis rendu compte que la ville de Paris, comme à peu près tous les organismes, les organisations que je connaissais, faisait sa prospective en regardant dans le rétroviseur. C'est vrai, ce que je viens de dire, c'est vrai dans le bâtiment, et ce qui explique aussi pourquoi, par exemple, les normes actuelles nous font construire des bâtiments pour un climat qui n'existe déjà plus. Et donc, plutôt que de regarder les différents futurs probables en fonction des différents scénarios climatiques, avec des incertitudes qui peuvent être paralysantes pour la prise de décision, on a fait un choix dès le début, on a dit on va regarder le pire des scénarios et on va voir comment celui-là, qu'est-ce que ça pourrait donner, à quoi on pourrait se préparer. Mais avant de faire de la prospective, on a regardé un petit peu ce qui se passait dès à présent. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est assez bien connu du grand public et des professionnels, c'est que la chaleur tue déjà. Depuis que le rapport est sorti, on a une belle étude du Lancet qui nous dit que Paris est la ville où vous avez, la capitale d'Europe, vous avez le plus de chances de mourir de chaud. Vous avez des chiffres de la surmortalité qui sont affichés ici pour la canicule de 2003. Depuis, on a appris à mieux vivre avec. Il y a des choses qui se sont améliorées, qui font qu'il y a beaucoup moins de mortalité malgré tout sur les dernières canicules, mais il y en a toujours. Une première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il y a autant de morts à Paris alors que ce n'est pas du tout l'endroit dans le monde où il fait le plus chaud. C'est clairement lié au fait que Paris soit une des villes les plus denses du monde et une des villes les plus artificialisées au monde. Alors tout ce que je vais vous dire quand je vais dire Paris, vous pouvez le comprendre au niveau du Grand Paris, évidemment. Nous, comme on était des élus parisiens, on s'est concentré là-dessus, avec plein de limites sur nos travaux, mais ce qui est dit pour Paris est valable pour le Grand Paris. La carte à gauche, c'est une carte de la température des revêtements une nuit d'été. Alors, je ne sais plus la date, j'ai marqué en bas. C'était en 2019, le 25 juillet 2019. La grosse tache rouge, c'est notre ville. Et en fait, quand vous avez la lumière qui arrive sur une surface, en fonction de sa couleur, elle va chauffer. Et elle va restituer cette chaleur-là la nuit, et c'est surtout ça qui tue les gens. C'est pas tellement le fait qu'il fasse chaud la journée, c'est le fait qu'ils puissent pas se reposer la nuit à cause de ces températures. Ensuite, ce qu'on sait, peut-être que vous, en tant que professionnel, vous allez savoir un peu plus, mais en fait, la chaleur affecte déjà notre sphère technique. Si vous laissez trop longtemps votre téléphone portable au soleil, au bout d'un moment, enfin moi j'ai eu ça une année, j'ai mon Android qui m'a dit, enfin qui s'est mis en pause, tout simplement, parce qu'il me disait qu'il n'arrivait pas à se refroidir. Mais c'est valable à d'autres échelles. L'électroménager chez vous, votre frigo, si il a une classe climatique, si vous déménagez avec à Dakar, j'ai une famille qui m'a raconté ça, elle a fait ça, et au bout d'un an son frigo fonctionnait plus, parce qu'il a une plage il est designé pour bien fonctionner dans une plage de fonctionnement. Alors des fois, ça veut dire, quand on sort de cette plage-là, le système il va s'arrêter de fonctionner. Des fois, il va se dégrader beaucoup plus vite. C'est valable pour tout ce qui a de l'acier, les rails, des transports. Ça, c'est très connu de la SNCF. C'est valable pour tout ce qui a de l'électronique qui fonctionne avec de l'électricité. L'année dernière, à l'été dernier, par exemple, les réseaux d'information de la NHS, donc le système anglo-saxon d'hôpitaux, a vu ces 2 serveurs tomber en panne pendant un certain nombre de jours, voire semaines, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont dû refonctionner avec du papier dans les hôpitaux pendant un certain temps, parce qu'il faisait trop chaud. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que, entre guillemets, il n'a fait que 40 degrés en Angleterre à ce moment-là, mais en fait, leur système électronique et leur système de climatisation qui allait avec
n'était pas prévu pour fonctionner à une autre plage de température. Ça, on commence à en voir les effets, on commence à en voir on peut le documenter dans le sud de la France, mais aussi à Paris. Moi, je suis élu dans le 13e arrondissement et on a comme ça une clinique que j'ai interviewée qui m'expliquait que leur système de climatisation était dimensionné pour fonctionner jusqu'à 42-43 degrés. Et donc, ils ont eu très peur avec la canicule de 2019, puisque c'est le moment où, à Paris, on a connu notre maximum de température. Et donc, on a frôlé le seuil critique de fonctionnement de leur système de froid. Je donc demande au directeur de la clinique qu'est-ce qui se serait passé si le système de froid se serait arrêté. Donc il me dit c'est assez simple, hein, on aurait eu une surmortalité assez rapidement dans la clinique. Okay, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conséquence? On aurait dû arrêter le bloc opératoire. Okay, quand on a un bloc opératoire, qu'est-ce qui se passe? C'est comme pendant la Covid. Les opérations non urgentes, on les reprogramme, et les opérations urgentes, on les envoie vers d'autres centres de soins. Question suivante, qu'est-ce qui se passe si les autres centres, hôpitaux, cliniques, sont dimensionnés de la même manière? Il n'avait évidemment pas de réponse à ça, et c'est à ce genre de double effet de cliquet, quand on va, par exemple, là, dépasser une certaine température, il y a des systèmes qui peuvent s'arrêter de fonctionner, et ça va avoir des effets dominos qu'il faut absolument qu'on anticipe. Le troisième point qui est un peu plus difficile à voir, c'est que la chaleur, elle, et plus généralement notre climat, c'est un cadre pour notre organisation socio-culturelle. Ça se voit plutôt en regardant d'autres pays. C'est assez connu, hein. Là, vous voyez derrière ce qu'on appelle un botellón, c'est donc une sorte d'apéro géant en Espagne, où, vous le savez très certainement, vous avez des horaires de travail qui ne sont pas exactement les mêmes. Vous avez dans le Maghreb des moments de l'année, dans certains pays, où les horaires de l'école sont différents entre l'hiver et l'été, enfin les périodes plus fraîches et les périodes plus chaudes. Et là aussi, ce que ça dit, c'est que c'est un peu comme la technique, et pour le fait qu'on ait de la surmortalité, ça nous dit il y a bien des endroits où on fonctionne différemment. On doit pouvoir fonctionner différemment. Donc c'est pas juste une question technique, c'est aussi une question organisationnelle. La difficulté qu'on a, c'est que si par exemple en région parisienne, vous vous mettez à avoir des pauses de travail entre midi et 16 heures, il va bien falloir que les gens aillent quelque part. Je doute qu'ils fassent un deuxième aller-retour dans la journée s'ils travaillent à 1 heure de chez eux. Donc ça dessine un double discours, à la fois ça va être possible de s'adapter à certains scénarios climatiques, mais pas à tout et avec des difficultés majeures. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, c'est encore là. Et donc, d'où cette phrase de Naomi Klein, « It changes everything », le fait que le climat change, ça va changer absolument tous les pans de notre vie. Ce n'est pas du tout des ajustements à la marge qui se jouent. Par ailleurs, avant de faire de la prospective, Paris à 50 degrés, derrière ce gimmick-là se cache une réalité. Toutes les températures qui sont affichées ici sont des températures qui ont été déjà relevées. Ce n'est pas de la prospective, c'est du présent. Et notamment, par exemple, sur la première ligne, le 36 à 44 degrés dans des écoles de région parisienne, ça c'est relevé en septembre 2023, où je ne sais pas s'il y a eu s'il y a des parents d'élèves dans la salle, mais il a fait particulièrement chaud pour cette semaine de rentrée. Et moi, je suis impressionné par ces températures-là qu'on m'a fait remonter. Soit dit en passant, ça veut dire aussi qu'en fait, on ne s'est pas du tout préparé au niveau du parc scolaire, puisque habituellement, les canicules, elles avaient lieu en juillet-août, donc ce n'était pas visible d'un point de vue de la scolarité. Maintenant qu'elles ont lieu en juin et en septembre, on a un problème majeur. Et je reviendrai sur ce point-là, sur comment on peut le traiter, puisque jusqu'à présent, on faisait des travaux d'école, de rénovation, en juillet et en août, et donc on va avoir un petit problème. 57 degrés dans une cuisine, là c'est parce qu'il y a effectivement de la chaleur supplémentaire liée à l'activité humaine de cuisson. Donc c'est une cuisine d'un restaurant. La personne travaille dans ce milieu-là. Et puis, vous avez d'autres températures qui sont indiquées. Alors,
Morgane, tu n'hésites pas à me dire quand il me reste 5 minutes. Merci. C'est pour quand les 50 degrés? Vous voyez que déjà avec cette introduction, en fait, c'est pas la question la plus importante puisqu'en fait, on a déjà un problème et on va avoir des solutions, des situations un peu compliquées à 45, 48 degrés, si la canicule dure 3 semaines, si elle est un peu plus tôt que d'habitude dans l'année ou un peu plus tard, etc. Mais cette question, elle se pose. Les climatologues nous disent que c'est difficile de dire quand, mais que c'est plus une possibilité à exclure. Moi, quand j'ai appris ça en 2017, parce que le papier qui dit que ça, c'est possible, il date de 2017-2018, moi, je me suis dit, OK, j'ai 37 ans, je vais vivre, statistiquement, je vais vivre ces températures-là. Vous avez ici un petit schéma qui représente, chaque bulle, c'est une canicule. Les jaunes, c'est les canicules passées. Les rouges, c'est celles qui sont à venir, que sans doute toutes les personnes dans la salle vont vivre. Et puis les bordeaux, je ne vais pas en parler, c'est celles pour la fin du siècle. Plus la bulle est vers le haut, plus elle va atteindre une température maximale importante. Donc la ligne tout en haut, c'est quand on touche le 50 degrés. Et plus on va vers la droite, et plus la canicule elle est longue en durée. Et les unités, c'est des semaines. Le cercle jaune, c'est la canicule de 2003. D'accord ? C'est un graphique qui n'est pas à jour des canicules de 2019, 21, 22. Mais on est déjà dans ce même coin. Donc vous voyez qu'il y a une bulle rouge en haut qui touche le 50 degrés. Donc c'est aussi à ce genre de scénario qu'il faut se préparer, et c'est pas pour 2050. Ça, c'est assez drôle. Des fois, ça arrive que des gens fassent des lapsus en disant « Ah, vous avez présidé la mission Paris 2050 ». Non, non, c'est pas 2050. C'est pour beaucoup plus tôt que ça. Et il y a même un papier qui est sorti en septembre qui nous dit que déjà avec le climat actuel, donc très, très concrètement, ça veut dire que pour les JO de 2024, on peut déjà avoir une canicule à 45 degrés. Depuis la sortie du rapport, ne vous inquiétez pas, on va parler de solutions juste après. Parce que je vois les gens qui, en général, il y a le moment où on se touche le cou, on est là, les bras se croisent, etc. Mais la question qui est très difficile dans ce genre de présentation, c'est de trouver un équilibre entre lucidité et enthousiasme. Mais on est obligé de passer par la lucidité pour regarder ce qui est en train de se passer. Notamment ce graphique-là, chaque ligne, on représente l'anomalie de température par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc l'ère pré-industrielle, c'est le 0 degré qui est tout en bas. Et une ligne continue, en fait, c'est la température moyenne du globe qui évolue dans l'année. Donc la ligne la plus rouge, en fait, c'est la température qu'il a fait cette année en moyenne sur le globe. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de juin, en fait, on est en train d'entrer dans une zone absolument inconnue de l'humanité. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a jamais atteint ces températures-là, dans certains cas, et on n'a parfois jamais atteint ces températures-là à ce moment de l'année. Et les modèles climatiques nous disent que dans les 5 ans qui viennent, on va plutôt avoir une tendance à l'augmentation, aussi pour des raisons de cycle dits naturels. C'est accentué par des phénomènes anthropiques, humains, mais là, comme il y a El Niño qui arrive, on sait à peu près, on est sûr que ça va continuer d'augmenter. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le temps. Et notamment, il y a une conclusion très importante de la mission Paris à 50 degrés, c'est que si on regarde les choses, par exemple, bâtiment par bâtiment, on sait qu'on sait faire. Techniquement, on sait faire. On sait réhabiliter n'importe quel bâtiment, y compris... sauf peut-être des tours en verre. Ça, j'ai pas encore vu d'exemple où on les transforme de serre à quelque chose qui soit résilient dans un climat beaucoup plus chaud. Mais on sait à peu près prendre tout et n'importe quoi. Le réseau de transport, on saurait faire différemment. Le réseau électrique, on saurait faire différemment. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est adapter tout, l'ensemble de notre sphère de vie, à n'importe quel scénario climatique. Et c'est là où, en fait, au premier ordre, c'est plus une question technique, ça devient une question politique qui est, que je résume dans cette question, c'est qu'est-ce qui est important pour vivre ensemble
Et ça, il va falloir qu'on l'identifie assez rapidement, parce que ça, il faut qu'on le protège. C'est pour ça, par exemple, que la mission a dit priorité absolue aux écoles. On sait que les personnes âgées sont susceptibles de mourir plus facilement pendant les canicules, mais on commence à avoir des problèmes dans la petite enfance. Historiquement, Paris, par exemple, a fait beaucoup de travaux pour enlever le bitume des cours d'école. Là, vous avez peut-être vu le programme des rues aux écoles, où en fait on bloque la circulation aux abords de rue et on enlève du bitume, on végétalise, etc. En fait, il faut aller aux étapes suivantes qui consistent aussi à travailler sur le bâtiment en lui-même, parce que le jour où vous avez une canicule, le fait d'avoir une cour arborée, ça ne va pas aider beaucoup pendant les moments de classe. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on a un petit souci organisationnel qui est que d'habitude ces travaux-là, on les fait pendant les mois de juillet et août. On ne peut plus le faire. Donc maintenant, il va falloir qu'on ferme des écoles pendant 1 an ou 2 pour faire des rénovations complètes, donc en dispatchant les élèves dans d'autres établissements, pour pouvoir faire des rénovations complètes. Mais quand je dis complète, c'est vraiment, y compris par exemple en allant faire de la géothermie là où c'est possible, parce qu'en fait, il faut que ces écoles-là deviennent des lieux de résilience, non seulement pour les scolaires, mais aussi pour les populations, une maille de quartier extrêmement importante. Et vous voyez que du coup, ça dessine un changement de méthode, un changement organisationnel sur la manière même, pas juste la conception du bâtiment, mais la manière dont on va aller s'attaquer à ce genre de chantier. Je vous mentionne d'autres exemples parce que je suis déjà à la limite du temps qui m'est donné, mais on pourra revenir sur des questions, mais je vous donne juste des exemples de traits qu'on peut tirer. Vous voyez qu'il y a on végétalise beaucoup les rues en ce moment. Bon, bah, la question d'après, c'est en fait qui va entretenir? Est-ce que c'est la force publique? Ou bien est-ce qu'il faudrait qu'au niveau national, on passe à une semaine de 4 jours pour se remettre à faire des choses à l'échelle de son quartier? Par exemple, pour entretenir le monde végétal qui, lui aussi, va souffrir aussi si on ne l'aide pas à passer ces vagues de chaleur. Il faut qu'on le prépare, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de planter des choses, il faut l'entretenir, il faut s'en occuper. Il faut choisir ce monde végétal en fonction, non pas juste du climat actuel, mais du climat futur, etc. etc. Cette présentation, elle pourra vous être diffusée. Vous aurez en note de bas de page l'ensemble des mesures qui correspondent à chacun des éléments ici. Et je rebondis juste sur un dernier point, puisque vous avez une formation sur la ventilation naturelle. Encore à l'heure actuelle, je suis navré de voir qu'il y a des réhabilitations qui sont faites qui empirent la situation l'été. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire des thermos pour l'hiver, bah, on fait aussi des thermos pour l'été. Et ça, il va vraiment falloir se battre contre les normes et contre les vendeurs de VMC, parce que la ventilation naturelle, en gros, elle ne sert pas juste à renouveler l'air comme une VMC peut le faire. Les débits des VMC sont faits pour renouveler la qualité de l'air. Mais là, la ventilation naturelle, pour refroidir, en fait, ce vent-là, il va venir choper les calories qui sont dans le sol, dans le plafond, dans les murs, dans les vêtements que vous stockez chez vous, dans vos livres. Et ça va enlever ces calories-là pour les envoyer vers l'atmosphère. C'est à ça que ça sert à la ventilation naturelle et c'est vers ça qu'il faut aller. On pourra peut-être y revenir et je termine là-dessus parce qu'il y a plein de choses dont il faudrait qu'on parle, l'adaptation du travail, etc., etc. Mais du point de vue de votre métier, on sait très bien qu'il faut créer de l'ombre par l'extérieur, jouer sur le monde végétal, jouer sur le vent, enlever les sources de chaleur humaines. Donc l'IT, la clim, parce que vous connaissez le problème, les voitures thermiques, etc., etc. Et tout ça, ça va nous permettre de gagner des bouts de degrés ou des degrés par-ci par-là, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Voilà, c'est trop court pour tout vous parler de tout, mais on pourra en discuter par la suite. Merci.